j'ai rien, donc vous ferez les maîtres du temps. Voilà, il est quelle heure? Il est 11h. 11h02. On a jusqu'à 12h30, Valérie? Ouais. Ok. Un peu plus, hein, si... voilà. Oui, enfin, on va les libérer à un moment donné. Oui. On n'a pas pris le repas. Alors, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir passer un temps sur conférence-débat, donc de laisser largement le temps au débat, à vos réactions, après le visionnage du documentaire de Michel Guémillère que nous avons accueilli, qui est ici présent. Je vais assumer le fil rouge. Alors, le fil rouge, qu'est-ce que c'est le fil rouge? C'est tout simplement pouvoir faire circuler la parole, vous donner la parole. Il y a Valérie qui sera dans la salle et qui vous fera passer le micro, c'est ça Valérie? Les deux Valérie, voilà. Tic et tac. En tout cas, nous, on est ravis de faire cette conférence débat. Elle a failli avec Madame Guéron, on se disait, c'est la conférence impossible, parce qu'il y a eu une première fois, qui était au mois de mars 2020, un autre temps. Il y a eu une deuxième fois, qui était octobre 2020, un autre confinement. Voilà. Et aujourd'hui, on est un an après cette deuxième fois, et elle se tient enfin. Donc on est ravis, on n'a pas lâché, et ça c'est plutôt pas mal. Je vais donner la parole donc aux trois intervenants. Ils vont se présenter, ils le font beaucoup mieux que moi, de toute manière, en plus, moi j'ai rien préparé, je vous le dis tout de suite. Monsieur Hagen-Müller donc se présentera, après on donnera la parole à monsieur... Alors, c'est Gaberan ou Gaboran? C'est une grosse querelle de famille. Certains disent Gaberan, Gaboran, donc moi je dis Gaberan. D'accord. Alors on ne va pas rentrer tout de suite dans les affaires familiales. Et Madame qui roule dans un troisième temps, et puis Valérie me fait un signe. Alors, oui, je veux bien que chacun reprenne le micro. Ok. Voilà, donc ils vont chacun se présenter, et effectivement on commencera par Monsieur Hagen-Müller. Vous poserez bien évidemment toutes les questions que vous avez envie de poser, vos réactions, vos remarques, enfin, vos réflexions. Vraiment, l'idée, c'est de débattre, de se rencontrer. Je crois que c'est un peu le thème aussi de cette conférence, autour de la relation éducative et évidemment de la rencontre. Monsieur Hagen-Müller, donc je vous donne la parole pour vous présenter. Et puis, on s'en est dit deux mots tout à l'heure. Ma première question, elle va être toute simple. C'est tout simplement que vous puissiez nous présenter, parce que je pense que tout le monde est très intéressé par savoir qu'est-ce qui a été l'anamnèse en fait, de ce documentaire et qu'est-ce qui vous a amené à pouvoir rencontrer les professionnels et les familles. Donc voilà, ce sera une première question de lancement, et puis après la suite, on improvisera de toute manière. À vous. Ça marche, merci. Donc je me présente et je réponds à votre question, ou je fais que me présenter? Non, j'essaye d'être un bon... Vous pouvez vous présenter okay. Et répondre à votre question. Très bien, très bien. S'il vous plaît, merci. Je vais faire les deux alors. Donc Bertrand Hagen-Müller, je suis sociologue et réalisateur de films documentaires. Voilà. Donc j'essaye de faire vivre ces deux casquettes le maximum, et de les mêler, de créer des passerelles entre ces deux univers. En quelques mots, en tant que réalisateur, je fais des films. Je fais des films donc, dont À tes côtés, et pas le dernier, mais presque. Donc du coup sur des questions, les questions sociales. La plupart du temps, c'est vrai que la question de la protection de l'enfance m'intéresse et m'interroge aussi parce que j'interviens beaucoup dans cet univers-là en tant que sociologue. Donc j'avais fait un film notamment sur une famille suivie par plein de professionnels en me demandant qu'est-ce qu'elle pouvait bien penser de tous ces gens qui lui voulaient du bien. J'ai fait aussi des films donc sur Notre-Dame-des-Landes par exemple, qui est un autre univers, sur les soignants en unité Alzheimer, enfin bref. Donc il y a des films qui ont plutôt des vocations à être au cinéma, d'autres plus télé, et puis parfois et tout le temps même maintenant de plus en plus, c'est toujours pour moi des occasions de support pédagogique, c'est-à-dire des occasions d'échanger pédagogique, parce que en tant que formateur, il m'arrive souvent d'intervenir auprès d'équipes en fait de professionnels du travail social, mais aussi des soignants. Et donc à cette occasion-là, j'aime bien utiliser les films pour essayer d'échanger sur le sens du métier, sur la place qu'on laisse aux personnes qu'on accompagne, etc., etc. Voilà. Et du coup, ces films-là sont ce qui me permet aussi
d'être formateur ou d'être sociologue, d'avoir un peu la légitimité pour filmer dans des endroits où parfois il est difficile de pénétrer, et on peut comprendre parce qu'on voit parfois des reportages un peu compliqué, on va dire, et on comprend que les gens n'ont pas forcément envie de se laisser filmer. Mais par exemple, la protection de l'enfance, vous le savez, c'est un univers où c'est difficile de filmer, en fait. Donc d'être sociologue, d'avoir aussi cette connaissance des personnes que je filme, parce que je les rencontre sur des lieux de conférence, sur des lieux de formation, bah ça m'ouvre des possibles en termes de captation. Et voilà. Donc du coup, les deux métiers, sociologue et réalisateur, se nourrissent l'un et l'autre. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire en sorte qu'ils se nourrissent le plus possible. Voilà. Et en tant que, je vous dis, en tant que sociologue, je parcours un peu la France pour accompagner des équipes. Et du coup, j'essaye de faire des liens entre les différents univers et les différentes questions qui se posent. Voilà. J'essaye aussi d'accompagner parfois la mise en place de projets éducatifs innovants, comme par exemple là dans le Nord, on travaille sur des nouvelles formes d'internat. Bref. Donc il y a parfois de la formation sous forme d'échange d'une journée ou deux, puis parfois ça prend plus la forme d'un accompagnement. Bref, là j'ai trop parlé, donc je m'arrête sur ce premier point et j'essaie de répondre à la seconde question pour pas monopoliser trop la parole. La seconde question, c'est pourquoi ce film ? Oui, c'est une bonne question. En fait, ça commence à dater. C'est vrai que ce film, il a un peu traversé le Covid, parce qu'en fait, il a été terminé en fin 2019, et donc du coup, hop, on est arrivé sur cette période de Covid. Donc du coup, il y avait à un moment donné l'enjeu de le sortir au cinéma. On a laissé tomber parce que la période s'y prêtait pas trop. Il a eu un remontage pour France 3 de 52 minutes. Vous avez vu la version long métrage, et il y a une version plus courte pour la télé. En fait, c'est un film parce que j'ai beaucoup de critiques à faire aux éducateurs, mais j'ai aussi, il faut le dire, un peu d'admiration parfois. Enfin, je me dis que c'est quand même un beau métier, et que bon, voilà, comme tout le monde, j'ai vu enchaîner à un moment donné les documentaires, les reportages hyper manichéens, quoi. Enfin, sur cette question-là, qui partent toujours sur des scandales, voilà, en disant les fameux yaka faucon, on n'a qu'à enlever ces enfants de ces méchants parents qui les maltraitent, ou alors au contraire, on enlève les enfants, c'est horrible, à leurs parents. Bref, à chaque fois, on est dans des visions très très manichéennes, et il me semblait qu'une manière de sortir de ça, c'était justement d'avoir une vraie immersion auprès d'éducateurs, et d'être un peu sur la durée. C'est un film, voilà, il y a eu plus d'1 an de tournage, donc l'enjeu c'était vraiment de suivre la complexité d'un accompagnement. Et forcément, du coup, quand on suit la complexité d'un accompagnement, on sort de la morale et on entre dans l'éthique. Enfin, c'est-à-dire pour moi, en tout cas, la morale, c'est justement, il faut faire ça, il faut garder la bonne distance, il faut poser le cadre, il faut retirer les enfants, etc. Et l'éthique, c'est on a plein de valeurs en nous qui sont souvent contradictoires entre eux, dire voilà, cet enfant, par exemple, dans sa famille d'accueil, il a l'air très heureux, et puis en même temps, ses parents, ils semblent avoir toute légitimité à le reprendre, et les deux points de vue s'entendent. Et la protection de l'enfance, comme les métiers de la relation en général, c'est toujours faire avec les contradictions. Et dès qu'il n'y a plus de contradictions, il n'y a plus de travail d'ailleurs. Donc on aimerait bien résoudre les choses et dire c'est facile, il faut faire ça, mais non, en fait, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué, et ce qui marche un jour ne marche pas le lendemain, etc., etc. Enfin, vous savez ça mieux que moi, évidemment. Donc je me disais que comment on rend hommage à ce travail-là, justement en entrant dans une forme de temps long qui nous permet d'avoir accès à ces questions, à ces contradictions, et de sortir d'un jugement hâtif qui consiste à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Voilà, donc j'avais envie de rentrer dans cette complexité-là, donc j'avais envie de poser des questions plutôt que d'apporter des réponses. Et le choix a été, donc ce sont des gens que j'ai rencontrés souvent à droite à gauche, notamment dans des formations. Je dis souvent, moi, je sais pas filmer des gens que j'aime pas. En fait, j'ai besoin d'aimer un peu les gens pour les filmer. Autrement, bon, voilà, j'arrête. Je boude. Non, mais c'est-à-dire que, les caméras cachées, tout ça, c'est pas trop mon truc, parce que je pense on peut avoir un point de vue critique sur les choses. Enfin, il faut d'ailleurs, mais pas sur le dos des gens. Et donc, du coup, pour moi, faire un film documentaire, c'est d'abord aussi aimer les gens qu'on filme et se dire, voilà, on peut critiquer ce système-là, mais on va le critiquer s'il y a des critiques à formuler ensemble, et pas sur votre dos. Donc, ces gens-là, je les ai rencontrés. Je me suis dit que ça pouvait être bien d'avoir ce temps long avec eux.
le choix a été fait aussi de pas choisir tout le métier, c'est-à-dire voilà, évidemment Élise par exemple, elle a 40 suivis, j'ai vraiment essayé de me dire essaye de te centrer sur une relation en particulier et de la suivre pour voir comment elle évolue, aussi pour parler à des gens qui sont pas éducateurs et qui pourraient être intéressés sur cette question éducative, parce que la chose dont on se rend compte assez facilement, c'est que quand on n'est pas dans la protection de l'enfance, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire, on en a un point de vue très très général. Et en général, quand on dit je travaille en protection de l'enfance, les gens se disent c'est bien ce que tu fais, c'est courageux. Mon pauvre, ça doit pas être facile tous les jours. Mais c'est très difficile en fait d'avoir accès à ce qui se fait vraiment, sauf quand on est concerné directement parce qu'on est suivi ou nos enfants sont placés, soit parce qu'on est professionnel. Et donc du coup, et je m'arrête là, promis, c'était aussi ça l'enjeu de ce film-là, c'était de mettre en image ce qu'on n'arrive pas à nommer et qui pourtant est essentiel. Enfin, si je m'explique, c'est quand je fais des formations auprès d'éducateurs, souvent je leur demande mais c'est quoi pour vous le plus important dans votre métier ? Et souvent, la première chose qui vient, c'est spontanément, c'est la relation. C'est quoi de plus important que cette fameuse relation éducative ? Évidemment, ma deuxième question est très perverse, c'est de dire mais c'est quoi exactement une relation éducative ? Et là, c'est compliqué, c'est difficile à expliquer, c'est de l'humain, il faut du temps. Bref, voilà. On voit bien qu'on manque de mots souvent pour expliquer ce qui nous semble fondamental, essentiel. C'est comme si le plus important était innommable. Et donc, du coup, faire un film, c'est toujours un peu une tentative, un peu vaine, mais quand même une tentative de mettre en image ce qui est essentiel et qu'on n'arrive pas à nommer. Là, en l'occurrence, cette fameuse question de la relation éducative. Donc, c'était aussi ça, l'enjeu de faire un film. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que je me dis que faire un film, c'est aussi toujours l'occasion de faire connaître ce monde de la protection de l'enfance et aussi pour moi l'occasion d'animer des formations pour échanger avec les professionnels sur leur métier. Voilà. Vous n'avez pas été trop long, vous inquiétez pas, parce que vous allez être encore après, parce qu'il va y avoir beaucoup de questions de toute manière. Monsieur Gabeyran. Je vais essayer d'être bref, mais c'est vrai que c'est compliqué. Arrêtez de vouloir être bref tous. Enfin, on va parce que pour leur donner on va prendre le temps pour leur donner la place. On va suspendre le temps même. Ouais. Sur un plan professionnel, sur le CV, je suis EduxP, je l'ai été pendant 22 ans. J'ai été formateur à l'université, dans des établissements de formation. Puis, ultime et seule connerie de ma vie, j'ai été directeur d'un établissement de formation. Mais je reviendrai sur une distinction fondamentale que je fais aujourd'hui entre profession et métier. Ça, c'est du côté de la profession. Du côté du métier, pour me présenter, je vais utiliser votre film, Bertrand, je peux dire Bertrand, je vais utiliser votre film. Deux dimensions fortes animent mes ouvrages et animent ma réflexion aujourd'hui sur ce métier dont tu as raison, Bertrand, de dire, dont nous, professionnels, savons très mal parler. Nous sommes ébahis, nous sommes tous sortis contents de la salle parce que l'image montre de manière beaucoup plus explicite ce que nous avons du mal à traduire par les mots. Et si je reste encore dans le métier, malgré mes cheveux blancs et l'âge qui est le mien et mon statut de grand-père, c'est parce que je ne peux pas laisser ce très beau métier, comme tu dis, effectivement, laisser se faire démolir comme il est en train d'être démoli sans apporter un ultime coup de main qui pourrait être aider les éduques. Alors pour moi, être éduque, tout adulte dont la qualité de présence permet à la personne accompagnée de renouer avec une trajectoire de vie qui ne soit pas subie mais choisie. Voilà. Peu importe le statut de la personne, dès lors qu'elle peut aider une personne en situation de vulnérabilité à ne plus subir sa trajectoire de vie, mais à lui donner une dimension de désir et de plaisir. Je crois que ton film le montre superbement. Alors cette personne-là est éduque.
Voilà, moi, ce qui pourrait faire en sorte que nous, professionnels, puissions pleinement occuper la place qui est la nôtre et non pas cette place à laquelle on nous assigne, qui est celle d'une place infantile. Hein. Les métiers de l'éducation spécialisée sont courent en vain, me semble-t-il, après la reconnaissance du politique qu'ils n'auront jamais, tant qu'ils ne parviendront pas à dire ce qui fait l'essentiel de leur métier. Et tu as raison de les houspiller. Gilles Deleuze, le philosophe. Intéressant, Gilles Deleuze, parce qu'il est dans une proximité à Félix Guattari, qui a travaillé avec Jean Houry sur la psychothérapie institutionnelle. Dans deux, il ne faut pas que je me trompe dans mes références, dans Deux régimes de fous, c'est un écrit posthume de Gilles Deleuze, il dit une image ne vaut que lorsqu'elle crée de la pensée. Voilà, je pense que ce film crée de la pensée. Pourquoi il crée de la pensée? Il crée de la pensée parce qu'il y a entre, me semble-t-il, l'hypothèse que je fais moi, il y a entre le métier de cinéaste et le métier d'éducateur un point commun qui les fait se rejoindre dans leur identité de métier. Pas identité de profession, dans leur identité de métier. Et ce point commun, à mon sens, c'est cette capacité qu'a le cinéaste, par l'image, ou qu'a l'éducateur, par le regard, de faire jaillir l'invisible de dessous le visible. Ce qu'on voit dans cette image, enfin Cordelia, c'est trop beau. Comment il s'appelle? Celui qui passe de il à elle, Nina. C'est trop beau de voir comment, au fil de l'accompagnement, de dessous le visible, c'est-à-dire ce qui dysfonctionne du gamin, j'utilise le terme gamin au sens de Deligny, que lui donne Deligny, surgit l'enfant non plus dans sa mise en scène de ses symptômes, de ce qui fait ce dysfonctionnement, mais l'enfant dans son désir à être. Vous voyez ce que je disais, cette capacité que nous avons d'aider ces personnes à renouer avec un désir à être. Et la fonction du cinéaste, elle vient en appui à notre fonction à nous éduquer parce qu'elle a cette capacité à montrer, à faire jaillir l'invisible de dessous le visible. Je vais passer la parole à la magistrate, mais vous voyez, quand on voit tout au long du film aussi comment de dessous la profession surgit le métier, que ce soit chez cette professionnelle qui accompagne Cordelia, elle s'appelle Élise, et celle qui accompagne Nina, Delphine. Et même chez l'autre éducateur qui dit, voilà, à un moment donné, dans un discours très défensif, mais vous fixez sa caméra, tu fixes la caméra sur son regard, et on voit bien qu'il se dit, ouais, moi je fais la part des choses entre mon privé, parce que de toute façon, je pourrais toujours redonner plus, ça ne sera jamais assez, et on comprend bien. Hein, on sent bien qu'on voit tout au long du film apparaître l'acteur de métier dessous le personnage du professionnel. C'est-à-dire ceux qui investissent une part d'eux-mêmes dans le boulot. Et je vais finir par là, mais Cordelia, moi, elle me tend une perche sublime, ça me fout un frisson, là, quand j'en parle. Si mon dernier ouvrage s'appelle « Oser le verbe aimer en éducation spécialisée », Cordelia, elle vous a jeté à la gueule le fait que si vous n'aimez pas les enfants, c'est pas la peine de faire ce métier. Enfin, moi, je retiens que ça. Je retiens ça de ce film. Rencontre et aimer. Alors, il y a une urgence à faire du savoir-aimer une compétence professionnelle. Ça, c'est mes travaux actuels. Hein, mais du coup, je passe la parole à la magistrate pour qu'elle se présente elle aussi. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai pas du tout l'habitude de parler à des grands ensembles comme le vôtre. Alors, je suis un petit peu impressionnée. J'ai peut-être moins de facilité que mes camarades à le faire. Voilà, donc moi je suis juge des enfants ici dans le Val-de-Marne, à Créteil. Je connais un certain nombre d'entre vous. Je le suis depuis bientôt 9 ans, enfin à Créteil. Je suis juge des enfants depuis
plus de 15 ans maintenant. Voilà, donc évidemment la protection de l'enfance est quelque chose qui m'anime beaucoup. Après, j'ai un peu l'impression d'être un petit peu l'outsider là dans l'assemblée du jour et voilà. Et la parole que je vais avoir sur le thème de la journée, enfin de la matinée, de la relation éducative, c'est une parole justement un peu de l'extérieur, hein, puisque j'ai pas du tout prétention à avoir une place dans la relation éducative. Moi, je suis magistrat, je suis précepteur, hein, de relations éducatives en quelque sorte. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je l'ai vu plusieurs fois puisqu'effectivement on a préparé cette conférence plusieurs fois et je l'ai toujours revu avec plaisir en y découvrant à chaque fois. Alors en y confirmant à chaque fois ce que j'y avais vu la première fois et en y découvrant à chaque fois de nouvelles choses. Voilà, moi j'ai été très 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 émue et je trouve, enfin, je vous le dis parce que si je le pensais pas, je le dirais pas, mais en l'occurrence, je trouve qu'il est extrêmement bien, enfin, il est très pertinent ce documentaire et même les choix que vous avez fait plus artistiques sont pour moi vraiment au service du propos. Les gros plans sont je trouve une mine d'or pour faire passer la sensibilité des protagonistes et voilà, moi j'y ai vu vraiment des choses intéressantes. Alors si c'est difficile de nommer le travail éducatif ou ce qui se passe dans la relation éducative, c'est sans doute parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent aux mots dans cette relation-là et je trouve que ce documentaire justement permet d'accéder à une partie de ce qui échappe aux mots. Il y a beaucoup de regards, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de choses enfin qui sont très 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 fines et extrêmement intéressantes dans ce documentaire. Et puis il amène des questionnements qui nous traversent tous, hein, de notre place d'acteur de la protection de l'enfance, des questionnements sur le temps effectivement. Alors j'imaginais, mais vous y avez déjà répondu, qu'il vous avait fallu vous du temps pour réussir à avoir cette confiance qu'on voit que les différents acteurs vous ont accordé, parce que pour se laisser filmer de cette façon-là, il faut quand même, on imagine bien, avoir été suffisamment en relation avec l'autre pour finalement que se crée cette simplicité, ce naturel et cette sincérité. Et c'est un petit peu la même chose que dans la relation éducative. Effectivement, on imagine que les choses peuvent pas se faire en l'espace de quelques semaines et même quelques mois. Alors après, il y a sans doute des relations impossibles, comme la conférence impossible, les relations impossibles, mais en tout cas, voilà, je pense qu'effectivement pour que ça puisse vraiment déboucher sur quelque chose, il faut se donner le temps de ça. Je trouve que le documentaire, notamment par cette petite scène d'Élise qui est en train de chercher sur Hugo et d'appeler toutes les structures possibles, imaginables, et aussi illustre assez bien une des problématiques actuelles ou pas nouvelles, mais peut-être, en tout cas pas, qui s'est pas améliorée en protection de l'enfance, hein, de la difficulté de trouver des structures vraiment adaptées aux besoins de chaque enfant. Et puis, forcément, la scène de l'audience, moi, m'a beaucoup parlé. Je trouve que le montage est somptueux. Enfin, votre monteuse, là, je sais pas si elle a l'habitude de travailler dans ce domaine-là, mais enfin, moi, je trouve que cette scène, elle me parle beaucoup à moi. Elle m'amène aussi beaucoup à me questionner sur mes pratiques. Hein, parce que quand on voit cette femme qui débute l'audience un peu quand même dans une posture d'actrice et qui, au fil de l'audience, avec tous ces intervenants dont on voit effectivement une fratrie de 7 enfants, si j'ai bien compté, forcément, ça signifie un certain nombre de référents et d'éducateurs présents, et à quel point ces gens qui en plus ont une facilité de parole qu'elle n'a pas vont petit à petit. Alors ils sont tous bienveillants, on les sent bienveillants, on les sent dans leur rôle, mais c'est juste un moment où on sent que petit à petit, enfin le montage favorise ça, mais je trouve que ça traduit bien en tout cas ce qu'on ressent chez cette femme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est plus du tout sujet de ce moment, et qu'elle se replie complètement et elle se coupe du reste. Et
Alors ça ne veut pas dire que ça m'a bouleversée dans ma pratique, mais en tout cas ça nous amène à nous questionner, parce que par ailleurs, aucune critique à émettre sur la collègue juge des enfants qui a eu l'audace de se laisser filmer, ce que peu d'entre nous accepteraient. Donc oui, moi c'est ce que j'avais noté principalement, hein, et puis bien sûr toute la question de l'affect dans la relation éducative, de la difficulté. Alors là, ça dépasse juste la question des éducateurs, mais de façon générale dans ces métiers de protection de l'enfance, la difficulté à concilier, à trouver un équilibre entre son engagement professionnel et sa vie personnelle. Donc voilà, moi j'ai trouvé que tout ça était extrêmement bien restitué. Et aussi, il y a, enfin, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure quand j'ai parlé des sourires et des regards, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose que les écrits peuvent pas traduire dans ce documentaire, c'est le langage corporel et à quel point il a son importance. Et voilà, quand cette maman dit, quand la juge sourit, ça va bien, on voit que effectivement il y a des choses qui nous échappent aussi, hein, à nous professionnels, dans ce qu'on peut renvoyer aux familles. Voilà, je pense que quand on sourit en audience, on n'y met pas forcément le sens que la famille va y mettre, et ça c'est toujours aussi intéressant, parce que nous on a très peu de retours évidemment sur ce qu'on fait, et je pense que du côté des éducateurs c'est effectivement très précieux de pouvoir avoir cette occasion de se décaler un peu et d'avoir un peu un retour sur ce qu'on renvoie aux gens. Et puis je terminerai en disant que là j'avais noté, je l'avais pas noté la fois précédente, mais que il y a une phrase que je trouve très belle et qui pour moi résume un peu le travail éducatif, c'est même si on se trompe, on va essayer, et puis si ça marche, tant mieux. Voilà, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Merci. Je vais vous laisser la parole, à vous toutes et tous, pour que vous puissiez réagir, formuler des questions, des remarques, des réflexions, enfin lancer le débat. Il y a donc Valérie, là-bas, et l'autre Valérie, voilà, qui est très grande, vous n'allez pas la louper, qui sont à disposition avec les micros. Vous levez la main pour qu'on puisse vous repérer, évidemment, vous posez votre question. Et puis, nos trois intervenants pourront y répondre. Qui se lance pour la première question ? Bonjour. Tout d'abord, merci en fait, avant toute chose, parce que c'est un reportage qui, je pense, dans l'Assemblée a suscité beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, des rires, les larmes aux yeux, pour plein de choses. C'est un sacré miroir, ce reportage. Donc déjà, merci. Voilà. Ça, c'est la réaction un petit peu à chaud. Et puis, effectivement, peut-être un questionnement à rajouter sur ce reportage qui traduit bien la réalité, de comment composer avec les moyens, quels qu'ils soient, qu'on a et qu'on peut trouver autour de nous. Mais il y a quelque chose qui apparaît peu dans ce reportage et qui pourtant est un élément central, c'est un peu la place des écrits, parce que cette relation, les leviers qu'on doit trouver, les freins qu'on a repérés, etc., il faut à un moment donné les traduire à l'écrit, ce qui prend une grosse place, en tout cas pour les collègues de l'ASE, pour traduire qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui à un moment donné pourra donner des gages un peu de responsabilité au magistrat, qu'est-ce qui vient répondre à qu'est-ce qu'on perçoit, nommer les ressentis. Alors c'est difficile d'expliquer notre métier, mais c'est aussi difficile de poser les mots sur une évolution d'une famille, des compétences parentales. Il y a plein de termes là qui nous parlent, qui sont apparus dans ce reportage. Et voilà, la place de l'écrit est aussi centrale à un moment donné dans ce reportage, vient faire à un moment donné une composante importante pour le magistrat, pour toutes les mesures qui seront prescrites, toutes ces relations qu'on nous demande de nouer, et voilà. L'écrit, en tout cas, vient à un moment donné peut-être nous mettre en difficulté dans traduire
la relation, les choses qui pourraient, les risques qu'on aimerait prendre sur des leviers qu'on pourrait apporter aux familles et aux jeunes. Et voilà. Nous, c'est souvent des choses qui nous animent dans les échanges qu'on peut avoir avec les professionnels. Comment retraduire à l'écrit les propos et les ressentis qu'on peut observer dans notre travail au quotidien. Voilà la première remarque. Qui a envie de répondre à cette question ? Madame Guiraud aura forcément son regard de magistrate qui lit rapport sur rapport et qui forcément à travers la lecture doit aussi apprécier la nature de la relation qui est nouée, j'imagine, ou pas, je ne sais pas, à vous de nous dire. C'est moi qui suis, mais c'est M. moi qui Galleran a suis. pris le micro déjà, donc je pense qu'il a quelque chose à dire après. C'est vrai que je comprends qu'il soit compliqué de retranscrire une relation justement parce qu'elle échappe en partie aux mots dans un écrit. Je pense qu'il y a aussi une forme chez les travailleurs sociaux, enfin peut-être que je me trompe, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a peut-être une forme d'autocensure à trop vouloir justement traduire des choses de l'ordre de la sensibilité et de la subjectivité dans les rapports. Alors c'est vrai qu'on imagine qu'on attend du service qu'on mandate une forme d'objectivité dans son regard, mais on sait aussi qu'on est dans un champ très humain et que forcément, qu'on soit éducateur ou magistrat, on ne peut pas gommer toute subjectivité et on ne peut pas imaginer qu'on accompagne ou qu'on juge sans y mettre une part de soi et dans ce qu'on est et de ce qui nous a construit. Donc moi je suis pas alors moi je suis assez ouverte de façon générale à ce qu'il puisse y avoir un peu d'audace dans les rapports éducatifs, mais dans la mesure où ça vient effectivement dire quelque chose du travail qui a été fait avec la famille et de l'accompagnement qui est mené, moi je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir y introduire un peu de subjectivité. Maintenant, vos écrits sont aussi des écrits qui sont portés par un service et pas par un travailleur social. Donc, c'est aussi le résultat, j'imagine, d'un échange et d'une réflexion d'équipe. Donc, ce qui aussi peut amener à ce qu'on puisse mettre un petit peu à distance cette question de la subjectivité. Voilà, mais je sais que l'écrit, c'est quelque chose qui est un peu un point sensible chez les travailleurs sociaux. Et je sais aussi que c'est très compliqué parce que cet écrit, vous l'adressez principalement au magistrat qui est prescripteur, mais aussi aux autres personnes, aux autres parties à la procédure. Et forcément, vous avez aussi à composer avec des personnalités de magistrats qui n'ont pas les mêmes attentes les uns et les autres. Donc, c'est toujours aussi très compliqué de naviguer avec cette dimension-là un peu particulière. Après, je sais pas si c'est vraiment. Pour moi, alors c'est intéressant que vous l'ayez dit parce que moi, c'est pas du tout un point sur lequel je m'étais dit tiens, il manque quelque chose dans ce documentaire pour restituer cette question-là, parce que finalement, c'était peut-être pas tellement le propos. Enfin, peut-être que. Bertrand, je vais l'appeler aussi parce que je ne vais pas dire bien son nom de famille sinon. On dira plus sur ça. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce qu'à un moment donné, la question s'est posée ou pas d'aborder cette question-là ? Alors, pas en tant que tel, mais en fait, ça m'évoque plein de choses. La question de l'écrit, évidemment, c'est une énorme question. Quels mots on pose ? Quelle légitimité on a pour poser tel ou tel mot ? Non, en fait, j'ai pas pensé. Enfin, c'est pas très cinématographique de filmer quelqu'un qui écrit. Donc, déjà rien que ça, ça pose une autre question. C'est parce que vous disiez l'écrit, c'est aussi le travail d'équipe. Il n'y a pas de travail d'équipe dans ce film. C'est pour moi une autre question. Et bon, je sais pas si je rentre dans cette question, mais j'ai essayé de filmer en fait pour le voir souvent. Et j'avoue que en fait, tout ce que j'avais en travail d'équipe, je me suis dit, en fait, ça rend pas hommage à la profession. Ce qui me pose une vraie question, c'est-à-dire,
il faut dire les choses honnêtement. Avoir des gens qui, c'est pas forcément là aussi très cinématographique d'avoir des gens qui parlent pendant longtemps, etc. Mais parce que souvent on sortait des réunions en disant voilà, on a bien fait le diagnostic de cette situation, on est assez satisfaits les uns les autres. Dans une forme d'entre-soi quand même, je suis un peu provocateur, c'est-à-dire on dit on a de la pluridisciplinarité, très bien, mais on est quand même dans un même langage, dans un même univers, dans des mêmes mots, dans des mêmes codes de référence, etc. Et donc on est content d'avoir décortiqué une situation, d'en avoir analysé les causes, enfin en tout cas ce qu'on estime être les causes, et puis à la fin on dit bon ok, voilà. Ok, voilà. Et du coup, ça génère aussi de l'impuissance. Hein. Je dis ça, c'est pas qu'une accusation, parce que je pense que concrètement, ça participe à générer de l'impuissance. Ce qui pose un autre problème, à mon avis, c'est comment on travaille plutôt sur des diagnostics de ressources, comment on arrive à établir les ressources et de l'environnement de la personne qu'on accompagne, de l'enfant qu'on accompagne. Ce qui, à mon avis, ce qui serait de nature à nous donner plus de pouvoir d'agir. Bref, en tout cas, j'ai filmé des réunions d'équipe, donc d'une certaine manière des écrits mis en mots, enfin mis en langage oral, et c'était pas convaincant. Donc ça doit nous interroger, ça doit m'interroger. Peut-être que je l'ai mal fait, peut-être que j'ai mal. Mais en tout cas, c'est aussi, à mon avis, le mode opératoire. Comment on écrit, comment on se parle, avec qui on parle. Et pour parler des écrits, je fais le lien aussi avec la scène du juge, hein, de l'audience, hein, dont vous parliez. Oui, enfin, quand je regarde cette scène-là, vous allez voir, c'est pas très éloigné. Ça a l'air, mais en fait, c'est. Quand je l'ai filmé, je me suis dit, mais. Personne n'est violent individuellement. Tout le monde est plutôt bienveillant, en fait. Les gens, ils font leur boulot, etc. Et pourtant, il y a quelque chose de structurellement violent dans cette scène-là. Et je le ressentais. Enfin, violent, je me méfie de ce terme qu'on utilise tout le temps. Maintenant, tout nous apparaît violent. Mais il y a quelque chose qui était quand même un peu lourd, quoi. Et en fait, a posteriori, donc je me suis demandé, mais comment on restitue ce qui s'abat sur cette famille. Alors évidemment, quand je filme, moi, je suis souvent assez obsédé par les visages, donc j'avais beaucoup de plans sur ce visage qui cherche à s'accrocher, justement à saisir des mots, à comprendre ce qu'on lui demande, ce qu'on lui reproche, etc. Et en fait, ce qui me semblait violent, c'était l'accumulation, c'est-à-dire toutes ces personnes qui établissent un diagnostic, même s'il est bienveillant, sur la famille, sur les parents, sur les enfants. Alors là, on n'entend pas tout, mais il y avait, votre fille, en gros, pourra revenir chez vous quand elle sera moins parentalisée. Voilà, lien avec les écrits. Parentaliser, qu'est-ce que ça veut dire, être parentalisé? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 40 ans, on disait, bah voilà, tu vas aider ton petit frère, ta petite sœur, ça va te faire du bien, ça te fait grandir. Aujourd'hui, c'est pas ta place. Voilà. Et donc, du coup, dans les écrits, il y a aussi cette capacité qu'on a, et c'est là où apparaît une forme de violence symbolique, c'est-à-dire, en fait, à rendre objectif quelque chose qui est quand même hyper subjectif. C'est-à-dire, et la psychologie ne nous aide pas toujours dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, bah voilà, c'est scientifique, en fait, c'est objectif. Donc, c'est pas une hypothèse qu'on pose, c'est une thèse. Et on l'affirme de cette manière-là, avec nos mots savants. Et les gens, ils sont là, ils nous regardent avant de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que mon enfant pourra revenir quand il sera moins parentalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel pouvoir d'agir j'ai pour que les choses changent? Donc, il y a aussi cette question-là, à l'oral comme à l'écrit, de comment on donne des choses suffisamment précises, concrètes, pour qu'au moins ça soit faisable et qu'on ne soit pas dans quelque chose. Parce qu'autrement, et c'est ça, à mon avis, le sens de cette scène-là, on est dans quelque chose où en fait, elle essaye de se raccrocher à un langage qui vient la coloniser, quoi, enfin, qui est pas le sien et qui est le nôtre. Et voilà. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question que posent, à mon avis, les écrits, c'est que avec qui on écrit? Moi, je trouve que le temps que je vois voir les collègues, enfin, j'appelle les collègues parce que je travaille quand même beaucoup avec eux, même si je ne suis pas éducateur, passer des temps fous tout seul devant son ordinateur à écrire, etc. On se dit, mais il y a plein de moments où on pourrait écrire avec les gens. Je vois dans des foyers où il y a des jeunes filles, voilà, elles sont là, on s'occupe pas d'elles, on écrit notre rapport, mais c'est une occasion de penser aussi avec la personne. Qu'est-ce qu'on écrit? Même avec des parents dans des situations très conflictuelles, on n'est pas obligé d'être d'accord quand on écrit quelque chose. On peut avoir une partie où voilà ce que nous on pense en termes d'accompagnement, voilà ce que la personne pense. Il y a des moyens aussi d'en faire un objet d'échange et donc les écrits peuvent se penser aussi, à mon avis, très différemment pour les rendre plus dynamiques en termes de co-construction. En fait, ça, je pense que ça, c'est aussi un enjeu important. Et dernière chose, après je m'arrête, ce qu'on voit aussi avec ce père, parce que dans le film, c'est pas mal incarné par cette famille-là, ce que je trouve passionnant de mon point de vue, c'est que les personnes accompagnées, parfois, elles sont de mauvaise foi, comme nous, comme les professionnels. Parfois, elles sont chiantes, parfois, elles sont... bref, comme nous, enfin, je suis sûr, c'est des gens... mais même avec des mauvaises intentions, on peut poser des bonnes questions.
Et lui, il pose des bonnes questions. Quand il dit ok, d'accord, mais là, il n'y a pas eu de jugement, etc. On m'a retiré mon enfant sans enquête sociale. Donc, qui a le pouvoir? Quand il dit, par exemple, l'éducateur, on dit que c'est un jugement, on dit que tout le monde peut s'exprimer, mais en fait, c'est l'éducateur qui décide. S'il dit il faut faire ça, la juge, elle va dire il faut faire ça. Et il n'a pas tout à fait tort. Donc, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que même dans des situations, même des personnes on peut se dire, lui, il est taré, il nous fait chier, enfin voilà, il fait du mal à ses enfants. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, même, on peut poser des bonnes questions. Et ça, je pense que c'est des questions qu'il faut pouvoir entendre. Alors, je me suis un peu éloigné de la question de l'écrit, mais pour moi, ça tourne autour des mêmes questionnements. Comment on fait avec les questions des autres? Comment on écrit différemment, justement? Quel langage on utilise? Et c'est ces questions-là, à mon avis, qui sont passionnantes à investir. D'autant plus que la protection de l'enfance est un lieu où il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est un peu bizarre de parler comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile parce que les seules manières qu'on a de se réformer en tant que professionnel du monde éducatif, c'est nous. Alors on dit non, on fait de la pluridisciplinarité. Encore une fois, oui, mais on est quand même encore dans l'entre-soi. Donc ça repose que sur notre capacité à nous remettre en question tout le temps. Parce que personne ne vient le faire de l'extérieur. Parce que les associations de parents d'enfants placés, elles sont très peu nombreuses ou quasi inexistantes. Parce que les associations d'enfants jeunes qui ont été placés, ça existe, les ADPAP, les associations repères qui se développent notamment à Paris. Elles existent, mais elles sont quand même peu audibles encore. Et donc, du coup, dans un système démocratique assez sain, il faut, même quand les gens en face semblent nous dire des choses qui nous emmerdent, c'est utile quand même. Parce que du coup, ça nous oblige à dire on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe comment les choses. Et ça nous oblige aussi, sans que ça soit uniquement de notre propre fait, à nous remettre en cause, parce qu'en face, il y a un contre-pouvoir qui nous fait bouger. Et c'est ça qui rend paradoxalement ce monde difficile, c'est que c'est un monde qui fonctionne institutionnellement, dans une forme de huis clos. Et à mon avis, les écrits, ça fait partie aussi de cette difficulté-là. Imaginez s'il y avait toujours un contre-pouvoir qui était là pour vous dire non, tu ne peux pas mettre ça, tu ne peux pas faire ça, etc. Qu'est-ce que ça nous ferait? Déjà, ça commencerait par nous faire respecter la loi, qu'on ne respecte pas toujours et qui existe parfois depuis, je pense à celle de 2002 sur la participation des gens. Bref, ça fait 20 ans. Et pourtant, encore une fois, c'est pas gagné qu'on la respecte vraiment, cette loi. Voilà. Monsieur Gaberon. C'est une très très belle question que vous avez posée. Et je crois que ce n'est pas pour rien qu'elle surgit. Au fond, vous nous demandez pourquoi l'image aurait-elle droit de signifier ce que par les écrits nous n'avons plus le droit de signifier. Parce que si vous voulez, avant de se poser la question de comment écrire, c'est une tâche difficile d'écrire, croyez-en quelqu'un d'expérience. C'est très compliqué. Mais avant de se poser la question de comment écrire, il faut se poser la question de pourquoi écrire. Et là, moi, je vais rebondir sur les propos de notre collègue magistrate, parce qu'elle vient de nous donner toutes les autorisations possibles. D'abord, elle a rappelé que nous étions dans les métiers de l'humain. Eh bien, ça, c'est extraordinaire, parce que si nous sommes dans les métiers de l'humain, alors revendiquons d'être éduques et non pas travailleurs sociaux. Ça, c'est déjà une chose. Je bouscule un petit peu les mots, mais pour moi, les mots ont un sens. Pourquoi écrire? Est-ce que nous écrivons pour rendre des comptes? Et là, nous sommes des travailleurs sociaux. Ou est-ce que nous écrivons pour rendre compte? Rendre des comptes, rendre des comptes. Rendre compte, rendre des comptes. C'est pas du tout la même chose. Ce film, vous avez dit, nous a tous émus. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous percuter là où se trouve la relation éducative. La relation éducative, c'est un dialogue entre deux intimes. Enfin, si j'ai bien compris le film, ce qui va aider Cordélia, même si dans l'urgence elle ne trouve pas sa place, ce qui va aider Cordélia à un moment donné à mieux être dans sa peau, peut-être pas tout de suite, peut-être on ne sait pas quand. Vous savez, cette métaphore de la graine qu'on sème et qui va peut-être germer, elle est tout le long du film. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est que l'urgence, elle n'est pas dans le trouver la place. Ça, c'est le boulot du travailleur social.
L'urgence est le fait pour cette gamine de rencontrer un adulte chez lequel elle va pouvoir trouver un regard aimant pour lui dire que, malgré tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent et son rôle d'incasable qui lui colle à la peau, elle peut être aimée et qu'elle pourra aimer sa petite fille à son tour. C'est pas le même job. Alors, bien sûr, nos fonctions nous font situer. Il ne s'agit pas de les cliver. Il y en a un qui les a clivés. Vous relisez les 1000. J'ai failli foutre en l'air ma thèse de doctorat à cause de ça. Vous relisez les 1000. Les 1000, Jean-Jacques Rousseau, dans les 1000, vous savez, c'est même pas un enfant réel. Hein. Jean-Jacques Rousseau, il n'y a pas de rencontre dans les 1001. Il invente un enfant et il se le crée. Et il déroule une éducation parfaite selon l'image qu'il se fait. Hein. Et dans les 1000, il clive parfaitement les deux, ce qui est de l'ordre de l'humain et ce qui est de l'ordre du citoyen. Et il le dit. Former un humain, c'est une tâche bien trop compliquée, je me contenterai de former un citoyen. Nous sommes des éduques. À un moment donné, dans le parcours d'un gamin, c'est ce que j'écris dans le préambule de Oser le verbe aimer, nous ne pouvons pas laisser à la chance et au hasard la possibilité pour un enfant de rencontrer un regard d'adulte à travers lequel ils vont se trouver aimables et aimés. Et je fais peut-être un peu long moi aussi, mais je rebondis encore sur un autre terme. Magistrate, j'ai oublié votre prénom, c'est Armel nous a donné la clé. Nous savons tous que depuis 2017, si on est attentif à ce qui s'est passé dans nos professions, pour les métiers de niveau 6, la nouvelle nomenclature, c'est-à-dire EduxP, assistante sociale, CESF, éducateur technique spécialisé, tous les savoir-être ont été enlevés des référentiels métiers, balayés. Et vous lisez l'explication dans le numéro 95 de la revue en pan de Madame Kittel, qui à ce moment-là est chargée de mission auprès de la DGCS. Elle dit très bien, elle dit nous ne pouvons plus laisser la relation éducative reposer sur la subjectivité de l'adulte éducateur. Pour reprendre les mots qui ont été dits, subjectivité et objectivité ne s'opposent pas. Oui, effectivement, l'objectivité du côté du scientifique, du rationnel, voilà, tout le rouleau compresseur qui est à l'œuvre depuis plus d'une trentaine d'années, ok. La subjectivité n'a pas à se faire objectivité. Assumons pleinement la subjectivité comme étant la logique qui constitue les sciences humaines et qui constitue notre travail, qui constitue notre métier. Sachons faire. Alors là, bien sûr, il va falloir travailler. Subjectivité, ça ne veut pas dire que n'importe quelle parole venant de n'importe qui vaut droit. Ça ne veut pas dire ça, la subjectivité. Ça veut dire que le regard va être forcément singulier, que ce regard singulier va faire sens dès lors qu'il s'inscrit dans une équipe. Elle n'est pas si absente que ça, votre équipe, l'équipe, hein, dans votre travail. La magistrate est là. On voit la collègue Élise aller demander à d'autres. Elle parle du réseau, partenariat. On le sent. C'est pas si loin. Ce qui est important, là, moi, ce que je vous invite à réfléchir, parce que si j'ai cru comprendre en étant les entraîner les oreilles, il y a parmi vous des étudiants, futurs professionnels, eh bien, acceptons l'idée que ce qui fait la logique, ce par quoi nous allons construire nos textes, va reposer sur la subjectivité. Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons tous ici que n'importe quel éduc ne peut pas être référent de cœur, je m'exprime comme ça dans Oser le verbe aimer, auprès de n'importe quel enfant. La relation ne matche pas entre n'importe quel professionnel et n'importe quel gamin qui arrive dans une institution ou qui arrive sur un service. La rencontre, c'est pas le premier contact, c'est pas l'accueil. Ça va matcher quand effectivement il va y avoir un dialogue. Alors je vais l'exprimer avec mes mots et ça va être un petit peu trop court ici, mais un dialogue entre quoi et quoi? Entre le disponible de l'adulte éducateur et le possible du gamin. Ça, tu le montres très bien dans ton film. On va s'intéresser au possible. Ce gamin là, attachant, là, qui roule sur sa bicyclette en short et qui se dit, il est attachant, et 30 secondes après, il va dire, je vais essayer de pas l'écraser quand même. Hein. Donc, ça nous a tous fait rire, cette affaire. Cette part de subjectivité-là, nous n'avons pas à la rendre objectif. Nous allons voir comment elle vient nous mettre au travail.
ces couillons là, pour pas dire ces connards, des fois que tellement ça m'énerve, mais qui sont venus nous vendre de la juste distance, c'est pas de la juste distance qu'il faut mettre, c'est de la réflexion sur qu'est-ce qui, à un moment donné où cette part de métier est interpellée dans la relation, comment elle aide non pas à faire de la fusion, de la projection, de la confusion, n'importe quoi, tout ce que les psys peuvent nous raconter, elle vient faire que j'ai une attention et une écoute particulière qui va faire en sorte, je vais vous lâcher un mot là, mais qui sera un petit peu trop compliqué peut-être, ou on en parle après ou à d'autres endroits, mais qui va nous faire nous saisir des coïncidences. Écrire, votre écrit, pour faire un diagnostic, mot que j'ai entendu, pour parvenir à un diagnostic, il faut pouvoir travailler avec cette logique des coïncidences. Qu'est-ce qui fait que des événements concomitants, surgissant, c'est-à-dire dans le même instant ou dans le même espace, viennent faire sens? Comment il faut plusieurs éléments en apparence sans lien entre eux pour que je puisse poser une hypothèse. Oui, nous travaillons sur des hypothèses. Nous ne pouvons travailler que sur des hypothèses, ce qui nous autorise à pouvoir échouer, effectivement. Parce que rien ne vient garantir que même en ayant l'hypothèse la plus juste possible, parce que créée par cette logique des coïncidences, eh bien la réalité fera à un moment donné que d'autres difficultés vont surgir. On aura beau trouver un stage pour ce gamin en bicyclette, en short, comment il s'appelle déjà? Il s'appelle le vrai ou le faux nom? Parce que la PJJ... Non, le faux nom, c'est dans votre film, il s'appelle Léo. Léo, on sent bien qu'il est complètement à côté de ses pompes. C'est superbe, on voit bien que... l'éduc lui dit, mais il s'occupe des autres alors qu'il est incapable de s'occuper de lui-même. Mais il le sait bien. Le gamin, il n'est pas fou. Même s'il va finir en psychiatrie, comme le laisse entendre dans le film, il n'est pas fou. Et on aura beau formuler le meilleur diagnostic possible, mais l'accompagner et le tenir, rien ne va nous dire, rien va nous assurer qu'au dernier moment, il ne va pas mettre en œuvre quelque chose qui le fera être à côté de la plaque. Rien. Mais notre job, il est quand même là. Dans cette logique des coïncidences. Donc moi, pour conclure ce que je veux dire, oser, voilà, cette part du subjectif, assumons-la pleinement, n'essayons pas d'en faire quelque chose d'objectif, c'est pas le job, mais montrant en quoi cette subjectivité nous permet de tirer des éléments d'hypothèse après, c'est ce que j'appelle cette logique des coïncidences, c'est-à-dire la mise en lien d'événements qui, en apparence, d'éléments qui, en apparence, n'ont pas de sens entre eux. Ok. Alors, je suis fil rouge, mais j'ai le droit de poser une question. Oui. Je veux juste rebondir sur la question des écrits. En plus, ceux qui sont dans cette salle, qui me connaissent, ça combien. C'est une question que j'apprécie particulièrement. Il y a Boileau qui disait qu'avant même d'écrire, apprenez à penser. Je crois que toute la question de l'écrit, c'est de la manière et d'une dont on pense et des conditions qui sont posées dans les institutions pour penser. Alors bien évidemment, vous allez dire, oui, on n'a plus le temps de penser. Enfin, sauf que quand on l'a, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le remplit? Ça, c'est une autre question. Mais la question de l'écrit, c'est effectivement comment je pense sur l'autre. Qu'est-ce que j'écris sur l'autre, quand on sait très bien que écrire sur l'autre, c'est écrire sur soi, c'est écrire sur moi dans ma relation à l'autre. Voilà. Qui amène à une autre question, c'est en quelle capacité nous sommes tous, je dis nous, moi y compris, même si j'écris moins, ou en tout cas plus dans le cadre de rapport au magistrat, parce que je ne me suis pas présentée, mais je suis chef de service. Donc maintenant j'écris, je lis les rapports. Je voulais dire juste que pour nommer, on n'arrête pas de dire, les travailleurs sociaux n'arrivent pas à nommer, n'arrivent pas à dire ce qu'ils font. Mais pour nommer, il faut pouvoir se nommer. Et se nommer, c'est aussi un autre job, qui n'est pas si simple, et ça rejoint la question de la pensée, c'est-à-dire de la manière dont les institutions nous permettent tous de pouvoir un espace de pensée, de se nommer,
Et on arrive sur la question de l'écrit. Et quand vous arriverez effectivement à faire la somme de tout ça, vous pourrez peut-être faire un écrit où vous sentirez que vous avez écrit à la fois de vous, sur l'autre, et sur ce qui s'est joué, ce qui s'est donné ou pas donné, et ce qui permettra, je pense, à des magistrats de pouvoir avoir un rapport, ou en tout cas sera lisible, il me semble, l'action menée, ce qui s'est passé, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est compliqué, qui seront d'autant plus d'éléments pour porter après le débat contradictoire. Mais ça, c'est Mme Guiraud qui peut peut-être répondre sur cette question. Justement, juste pour finir sur la question de l'écrit, peut-être qu'il y a d'autres questions, mais quand vous lisez un rapport, est-ce que, effectivement, pour vous, vous avez l'impression d'y avoir, et d'une, les éléments qui vous permettent de mener le débat contradictoire, et de deux, où vous arrivez à percevoir la relation qui s'est jouée, et ce qui peut se faire, ne pas se faire, et qui, vous, pourrait peut-être vous limiter dans les décisions que vous avez à prendre, si après vous vous dites, mais effectivement, cette relation-là, je vois bien, soit qu'elle n'est pas possible, et ce que vous disiez, M. Gabeyran, c'est-à-dire, est-ce que l'éducateur est disponible ? Des fois, il ne l'est pas, et des fois, il n'y a pas de possible. Est-ce que ça, c'est perceptible pour vous ? Bon, il n'y a pas un rapport, donc c'est difficile de dire si le rapport répond à mes attentes, parce que chaque rapport est différent, et chaque service a un peu sa patte. Est-ce qu'on y perçoit la relation éducative ? Pas tant que ça. On l'aperçoit peut-être davantage. Là où on l'aperçoit davantage, je crois, c'est dans les écrits des lieux d'hébergement, où là, effectivement, peut-être que l'éducateur... alors après, travailleur social, pour moi, j'entends ce que vous disiez, mais en l'occurrence, c'est comme... il y a aussi des non-éducateurs qui font du travail d'éducateurs. C'est vrai que le travailleur social, ça évite de les oublier au passage, tous ces, notamment ces AS qui font qui font du travail éducatif. Donc, juste pour dire que peut-être que les travailleurs sociaux sur les lieux d'hébergement s'autorisent davantage à retraduire dans leurs écrits la relation avec l'enfant. Après, pour aussi rebondir un peu ce que disait M. Gabeyran sur la question des hypothèses, moi je suis toujours très intéressée par les questions dans les rapports, en fait. Je ne sais pas si les éducateurs s'autorisent suffisamment à poser des questions dans leurs rapports. Moi, j'attends pas forcément d'eux qui m'apportent toutes les réponses, et d'ailleurs qui peut apporter toutes les réponses. Le juge, je peux pas non plus, mais en l'occurrence, je trouve ça quand même plus pertinent et intelligent dans un rapport de faire apparaître les hypothèses, les questionnements, les doutes qui peuvent perdurer à l'échéance d'un accompagnement éducatif, plutôt que de pas les faire apparaître, mais ils sont sous-jacents, ou alors on est sur des assertions qui finalement sont un peu fragiles. Voilà, donc encore une fois, on est sur de l'humain, donc on est forcément sur des choses qui sont à la fois qui échappent encore une fois aux mots en partie, qui pour certaines échappent un peu à l'analyse aussi, et il faut pas hésiter, de mon point de vue en tout cas, à pouvoir faire transparaître ça dans les écrits. Mais c'est vrai que sur la relation éducative, on la voit assez peu, nous, de notre place de juge des enfants, dans les écrits et aux audiences. On l'aperçoit un petit peu, mais bon, le temps de l'audience, c'est pas non plus un temps anodin, et il est très singulier pour les familles comme pour les travailleurs sociaux. Donc c'est pas forcément, on y voit. Voilà, je suis pas sûre que tout soit extrêmement sincère dans une audience. Enfin, dans le sens pas, je parle pas de manipulation ou de stratégie, mais plus dans le sens de ce que ça génère comme tension, et comme notamment pour les familles, ce qu'on voit bien dans le documentaire L'Audience. Et du coup, je pense pas qu'on y voit forcément tout ce qu'on a à y voir d'une famille. En tout cas, moi, je me garde bien de fonder mes décisions sur des impressions d'audience, et je crois que ce serait vraiment une erreur de le faire. Voilà. Et je rassure souvent les gens en leur disant que ce qu'ils montrent à l'audience sera pas pour moi parole d'évangile, et que ça sera, voilà, pour moi, c'est pas déterminant, dans le sens où je comprends bien que se présenter devant un juge, c'est quelque chose qui peut les amener à être en difficulté. Oh là, les mains se lèvent. Bonjour. Du coup, je veux juste rebondir sur les écrits, mais très brièvement, parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit là-dessus.
Mais moi, je pense que la place des écrits, elle aurait eu sa place là dans le documentaire, dans le sens où, en tout cas, moi, c'est comme ça que je me positionne quand j'écris. C'est la trace que je vais. Dans le micro. C'est bon là. Voilà. C'est la trace que je vais laisser pour ce mineur ou pour cet enfant qui un jour sera amené à avoir un dossier, sera amené à relire ses rapports, qui pourra aussi, voilà. C'est la trace qu'on laisse aussi pour ces enfants-là. Donc, le moment où je l'ai vu pianoter, c'est ça que ça m'a évoqué. Et tout de suite, j'ai pensé aussi, mais oui, c'est vrai qu'on ne voit pas les écrits et c'est hyper important. Mais surtout, là, je voulais prendre la parole parce que le documentaire, il a commencé avec le père de Nina qui disait qu'est-ce que c'était pour lui un éducateur. Et je trouve que ça décrit assez bien comment nous, éducateurs spécialisés, on commence à entrer en lien. Déjà, éducateur spécialisé, spécialisé en quoi? On est spécialisé dans créer du lien avec des publics en difficulté, avec des gens qui n'ont pas forcément toutes les ressources. C'est à nous de pouvoir intervenir. Et on commence toujours en tout cas, moi, je commence comme ça. Mes mesures ou l'entrée en relation, c'est d'expliquer et de casser un peu toutes ces représentations que les gens ont sur l'éducateur. Et je trouve ça important parce que dans notre société, nous, les éducateurs spécialisés, alors les travailleurs sociaux de manière globale, on n'est pas assez mis en valeur, mais les éducateurs spécialisés, on ne sait pas trop ce que c'est. Tu travailles dans une crèche ou tu travailles avec des cassos ou bon, on ne sait pas trop. Et je trouvais ça intéressant de commencer par ça parce que du coup, ce père-là, il dit, je savais pas trop. Est-ce que c'était parce que quand c'est quelqu'un qui avait fait des grosses conneries, qui avait un édu, voilà. Je trouvais ça assez parlant de comment on entre dans la relation en cassant un peu ces représentations et en disant pourquoi on est là, quel rôle on va jouer et comment on va le faire ensemble. Et voilà, c'était ce que j'avais à dire. Alors, comme le maître du temps me fait signe qu'il est déjà midi, on va accélérer un petit peu juste le rythme pour ceux qui veulent répondre. Oui, mais c'est justement pour vous dire après, voilà. Bonjour. Pardon pour ma voix, je suis Patricia Casse, tout ça. Déjà, merci pour ce film-là, parce que c'est vrai que ça fait du bien de se voir aussi, de prendre une pause, parce que c'est dans nos emploi du temps. C'est qu'au début, on se dit, dans nos pratiques, prendre du temps pour réfléchir et se mettre à réfléchir et à penser, c'est quelque chose qui est quand même assez rare, donc ça fait aussi du bien. Par rapport aux écrits, juste reprendre, c'est qu'on aimerait bien avoir cette liberté-là, sauf que venant de la DPEJ, il ne faut pas oublier qu'on a des strates. Voilà, qu'on n'a pas cette liberté, qu'on se bat assez continuellement, on a aussi de l'énergie qu'on perd beaucoup pour expliquer des situations à des personnes qui ne sont pas éduques, qui ne sont pas dans la relation à l'autre, qui sont plutôt dans le versant politique, dans le versant... Voilà. Donc évidemment, on est... chacun fait... c'est ce qui fait aussi le département, avec les aides, avec... Mais c'est vrai que toute cette énergie-là aussi, il faut qu'on la prenne pour que toute cette subjectivité, finalement, on essaye de la dire en audience, parce que souvent dans les écrits, on ne peut pas, on n'a pas la place pour ça. Et puis il faut être rapide, il ne faut pas faire 20 pages. Et des fois, on voudrait écrire des romans sur la vie des gens, sur comment ça bouge, comment ça... Voilà. Donc ça, c'est très frustrant pour nous. En tout cas pour moi, je parle en mon nom. Et en fait, dans le documentaire aussi, c'est en fait, à tes côtés, c'est vraiment aux côtés. Et en fait, on a cette frustration de voir le Léo en bicyclette. Nous on est en voiture, quoi. En fait, pour moi, c'est même le moyen de locomotion en fait qui a été très révélateur, parce que finalement nous on est motorisés et puis lui il est en train de se débrouiller avec son petit short, et puis du coup nous on a envie d'accélérer, voire de l'écraser, c'est vrai. Mais du coup voilà, on a vraiment cette différence d'accélération, d'envie, et puis finalement non, on essaye de se retenir pour non, là c'était par rapport à mon envie à moi et pour lui dire à lui, voilà. Donc c'était assez révélateur, et puis ça fait du bien de réfléchir à tout ça, mais c'est aussi très frustrant de ce côté-là, parce qu'on n'a pas toute cette liberté qu'on aimerait avoir. Bon, évidemment, on en fait un petit peu ce qu'on veut aussi, on essaye au maximum, on essaye de bricoler, et c'est un métier de bricolage aussi. Donc en fait, il y avait plein de choses dans ce que je voulais retransmettre. Voilà.
Si je peux dire juste un petit mot, ce qui me semble aussi, c'est parce que la question de la subjectivité, de l'authenticité, authenticité veut être auteur aussi, et pas uniquement acteur, ce qui fait quand même une grosse différence. Et c'est d'ailleurs souvent ça qui est compliqué, c'est qu'on demande aux gens d'être acteurs, ça va te faire du bien d'être acteur, mais on peut être acteur d'une scène, souvent d'ailleurs, d'une pièce qu'on a écrite pour nous, en fait, ce qui est souvent le cas. On demande aux gens de bien jouer quelque chose qu'on a écrit pour eux. Et donc, du coup, comment on se met... La rencontre authentique, elle suppose que c'est une rencontre d'auteur, entre deux sujets, entre deux personnes qui écrivent leur vie et qui se rencontrent pour se mettre d'accord, parfois négocier, etc. Et moi, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est quand on donne le sentiment, même si on est plein de bonnes intentions et même si on exprime son authenticité, sa subjectivité avec beaucoup de savoir-faire et savoir-être, être pensé par l'autre. Enfin, je sais pas, quand on est parent, je sais pas si vous avez vécu aussi, c'est intéressant aussi d'avoir une expérience en tant que personne accompagnée. Quand on est pensé par l'autre, c'est-à-dire qu'on n'est pas invité, en fait, on parle de son enfant, mais nous, on n'a pas le droit d'être là, parce que après, ou alors 10 minutes après, parce que d'abord on parle entre adultes, et puis après vous pouvez venir, ou même pour les enfants, enfin, je veux dire, assez rapidement, on peut trouver des moyens de penser avec l'autre. Et ça donne des choses étonnantes. Par exemple, là, je suis en train de terminer un film, le prochain, sur aussi la protection de l'enfance. C'est l'histoire de 4 frères qui ont été placés, alors qu'ils avaient entre 2 et 8 ans, à différents endroits. Ils ont été dispersés, etc. Et puis aujourd'hui, ils ont entre 18 et 25 ans et ils cherchent à se retrouver. Donc à refaire fratrie, malgré tout, et puis à revenir sur ces années de placement. Et il y a une scène, alors qui n'est pas entière dans le film, mais je pense que je vais la développer pour des formations, où Patrick, l'aîné, ouvre son dossier, son fameux dossier. Vous dites, c'est génial, en fait. Enfin, c'est génial, c'est horriblement génial. Parce qu'il ouvre quelque chose qui lui est étranger. C'est sa vie, mais c'est absolument des gens qui ont pensé pour lui, et c'est complètement étranger. Il découvre ça en disant, voilà, alors là... Et puis alors, du coup, c'est intéressant aussi de voir... Lui, il a été placé, par exemple, de 6 à 8 ans dans un foyer. Il se trouve qu'il voulait rester dans le foyer. Et on lui a dit, non... Je pense que c'est mieux pour toi que tu ailles dans une famille d'accueil quand même, à ce moment-là. Ok, pourquoi pas. Donc il a été dans la famille d'accueil. Il se trouve que dans la famille d'accueil, ça s'est mal passé. Il a été maltraité. Et il y a un commentaire de la psychologue qui dit oui, Patrick ne semble pas à l'aise dans cette famille d'accueil. Sans doute ne s'autorise-t-il pas à aimer cette famille par loyauté avec ses parents, blablabla, blablabla. Et lui, il me regarde, il dit non, juste il me tapait dessus, quoi. Et j'avais pas d'espace pour le dire. Et donc, du coup, cette question pour moi des écrits, elle ne peut pas ne pas poser la question de quelle place on laisse à ceux qu'on pense, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas juste dire, moi, c'est mon authenticité, moi, je suis dans le vrai, etc. Je veux dire, à un moment donné, comment aussi on accepte d'être dans ce penser avec et donc, véritablement, quand on parle de rencontre authentique, d'être dans une rencontre d'auteur. Les gens, c'est leur vie, quoi. C'est-à-dire, maintenant, on dit, j'aime bien ce terme, d'ailleurs, même si c'est un peu de la rhétorique, personne concernée. Oui, mais c'est eux qui sont concernés. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien, en fait. C'est leur histoire, c'est leur vie. Et donc, du coup, la pensée avec eux, c'est le moindre. C'est le minimum qu'on leur doit. C'est le minimum qu'on leur doit, même quand ça devient conflictuel et compliqué pour nous. Je voulais revenir sur le terme de coïncidence, parce qu'il y a une coïncidence qui m'a semblé troublante. C'est quand Cordelia prive Élise de la possibilité de se séparer et qu'elle l'abandonne, en fait. Il n'y aura pas de revoir. Ça n'a pas lieu. Ça ne peut pas avoir lieu. Elle a... Oui, c'est un des au revoir qui ont été manqués. Au sens où elle a cherché le bon moment, le bon moment, le bon endroit, et qu'elle ne l'a pas trouvé. Effectivement, il n'y a pas eu... Alors, quand même, je dois dire, tout n'est pas dans le film, donc elle a fini par lui dire au revoir, l'appeler, et elle est encore en contact avec elle aujourd'hui, même si elle a changé de travail. Donc, je crois qu'il y a cet engagement aussi, que je trouve beau, enfin, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas à la porte du professionnel. Enfin, il y a quelque chose qui s'est créé, et donc cette relation, elle a continué à exister malgré tout. Donc si, les au revoir ont pu avoir lieu, mais pas dans le cadre professionnel. Bonjour et merci aussi pour ce documentaire qui fait du bien, qui fait réfléchir aussi.
C'est pas le genre de représentation qu'on voit suffisamment sur notre métier, à mon sens. On voit beaucoup de choses sensationnelles et ça me dérange un petit peu. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur ces gens qu'on pense sans eux, sur ce qui les concerne, en fait. On va parler de leurs problèmes sans qu'ils soient là. Et c'est quelque chose qu'on questionne beaucoup en ce moment parce qu'on a une formation là-dessus, justement, en équipe. Et il y a ces temps qui les concernent directement et auxquels on ne les convie pas forcément, donc les réunions de synthèse, par exemple, où voilà, on parle des familles sans qu'elles ne soient là. En équipe de suivi de scolarisation aussi, les parents sont présents. J'ai assisté à une scène, au bout de 3/4 d'heure, la mère n'avait pas pu parler de sa gamine alors qu'il y avait une pédopsychiatre qui était en train de faire le rétro-planning du dossier à constituer pour la MDPH, etc. Et c'était d'une violence assez dingue, parce que ça n'avait pas été parlé avec cette maman. Ça avait été parlé avec les partenaires, les professionnels, mais pas avec cette mère. Donc je pense qu'on a une vigilance à avoir sur ces questions-là. Et c'est un petit peu ce que vous amenez aussi, du coup. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bonjour, merci pour ce documentaire qui était très très intéressant. Je voulais juste revenir sur la relation éducative. Parfois, alors là c'est vrai que dans le film c'est plutôt positif, hein, mais parfois cette relation elle est aussi très, très compliquée. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui m'a un petit peu manqué dans ce film, parce qu'en fait ça mobilise beaucoup plus le travailleur social quand le jeune il est réfractaire, quand la famille, il n'y a pas possibilité de travailler avec elle. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce qui m'a manqué aussi dans ce film, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation. Moi, j'ai trouvé que pour David, c'était dur, par exemple, avec la famille. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment pas évident. Il y a des parents le père qui veut plus le voir. J'ai trouvé que c'était, par exemple aussi pour Yannick, dur, avec Léo, il court derrière, il n'arrive pas à avoir accès véritablement à lui. Moi, je pense aussi qu'il ne saisit pas les perches que Léo lui tend. Quand Léo lui fait, arrête pas de le dire, mais moi, voilà, bien sûr qu'on peut dire quand il fait la circulation, où là, lui, il a l'air complètement taré. Bien sûr, d'une certaine manière, il a un peu décroché sur certaines choses, mais il n'est pas que ça. Il est aussi quelqu'un qui dit, mais en fait, moi, je veux me rendre utile. Il passe son temps à dire ça, je veux me rendre utile, et c'est comme si Yannick, il n'entendait pas ça, en fait. Donc, moi, je trouve que là, par exemple, on a un exemple de relation éducative qui reste un peu, on se regarde, ou je qualifierais pas cette relation de facile, par exemple, ou d'évidente. Alors, évidemment, Delphine et Lina, là, oui, il y a quelque chose d'évident, d'une création qui se fait, mais aussi parce que je crois que là, Delphine, elle a entendu ce qui était important. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui était important pour Nina, elle aurait très bien pu dire, et elle le dit à un moment donné, oui, d'accord, tu veux changer de sexe, oui, mais tu verras plus tard, tu sais, c'est une période, donc voilà, c'est une période difficile, c'est trop tôt, et puis voilà, moi je suis pas là pour ça, je suis là pour t'accompagner sur un projet de vie, donc elle aurait pu ne pas entendre que c'était ça le plus important pour Nina, et que c'était de là qu'il fallait partir pour qu'il y ait une rencontre. Et elle a eu cette force, ce courage, cette lucidité, cette disponibilité. Aussi, on en parlait tout à l'heure, parce que moi, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant d'interroger la question du temps. Moi, je ne suis pas du tout sûr que quand on a plus de temps, on est plus disponible. Je sais pas, on le sait dans nos vies. Parfois, avec nos compagnes, nos compagnons, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, 10 ans. On a beaucoup de temps avec l'autre. Est-ce qu'on est forcément plus disponible ? Et puis un jour, on rencontre un amant, une amante. Et puis là, on n'a pas du tout de temps. Et on a une énorme disponibilité d'un coup. Ce que je veux dire par là, avec un exemple un peu caricatural, que bien sûr que non, le temps, ça ne fait pas la disponibilité. Et que parfois, c'est cette capacité à être là, ce qui a été très bien décrit par ailleurs, qui fait qu'il se passe quelque chose. Et on disait tout à l'heure, il faut beaucoup de temps pour créer une relation.
quand vous me demandiez là pour faire ce film, c'est vrai que filmer, c'est un peu comme une relation éducative parfois, parce qu'on a l'impression les gens, il faut qu'ils nous fassent confiance, ils nous parlent d'eux, il y a quelque chose qui se passe, qui est assez thérapeutique, éducatif, je sais pas, thérapeutique un peu. Tous les gens après ils disent ah ouais quand même, ça fait du bien, machin, truc. Et ben en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on se rend compte, moi je me rends compte maintenant aujourd'hui après une dizaine d'années en fait de faire des films, qu'en fait non, la plupart du temps il faut pas beaucoup de temps. La plupart du temps, les gens, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est étrange cette expression de « il se passe quelque chose », qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il se passe quelque chose ou il ne se passe pas quelque chose assez vite. Et on sait assez vite s'il se passe ou pas quelque chose. Et en fait, rapidement, les gens, ils parlent d'eux. Enfin, et il se passe quelque chose, on arrive à rentrer dans des choses... Alors, au début, on se dit « Oh, wow, putain, je pensais pas, je pensais qu'il fallait 1 an, 3 ans, 4 ans pour qu'il se... » Bah non, en fait. Et alors... Parfois, dans certaines rencontres, il faut du temps. Je ne dis pas que c'est systématiquement comme ça. Mais moi, de mon expérience, la plupart du temps, les gens, au bout de parfois 10 minutes, on a l'impression qu'on est rentré dans quelque chose qui fait qu'on s'autorise à être dans quelque chose d'assez intime. Et c'est très étonnant. Et parfois, il faut s'en méfier de ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que parfois, là, c'est cette question de la disponibilité, plus du temps qui est importante. Et il me semble que Delphine, elle a eu cette disponibilité avec Nina. Cette capacité à entendre ce qui était possible. Et c'est pour ça peut-être que du coup c'est devenu une relation éducative, ce qu'on pourrait nommer facile. Ou facile parce qu'on se sent bien à sa place, là où on est. Alors que Yannick et Lucas, pardon, il s'appelle Léo, j'ai dit son nom, mais la PJJ va me tuer, c'est très compliqué la PJJ. Et ben, en fait, j'ai l'impression que non, il n'y a pas eu forcément cette disponibilité-là. C'est un peu dur ce que je dis, et un peu rapide. Et c'est pareil pour David et la famille. Moi, je dis toujours à David, mais putain, à chaque fois, tu arrives, tu te mets autour de la table, voilà, et tu te mets autour de la table, et tu dis, alors, voilà, on va revenir. Mais comment tu veux qu'il se passe quelque chose ? C'est-à-dire, à chaque fois, cette espèce de truc, et bah oui, il se passe rien. Et du coup, pourquoi tu vas pas faire des crêpes avec eux, jardiner avec lui dehors, etc. Et David on est très éloigné en fait dans notre manière de percevoir les choses. C'est intéressant parce que, mais lui, il est hyper, c'est quelqu'un de vachement lucide et de quelqu'un d'assez, pour le coup, qui va être assez franc et j'adore ça. Et il me dit, mais je l'ai pas mis dans le film. Hein, mais il me dit, mais parce que j'ai pas envie avec eux. J'ai pas envie d'aller bouffer des crêpes avec eux. J'ai pas envie de jardiner avec lui, donc voilà, j'ai pas envie. Et ben voilà, tout est dit. Mais penser qu'on va résoudre les choses en s'asseyant toujours de la même manière autour de la même table, enfin, je veux dire, c'est des histoires qu'on se raconte quand même. Enfin, les choses, on a besoin d'air, on a besoin du monde, on a besoin de faire des choses avec les gens pour qu'il se passe quelque chose. Juste une petite remarque pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Souvent, lorsque je travaille avec des étudiants, je vois dans l'écrit, pour revenir sur cette question d'écrit, surgir cette phrase au détour d'un paragraphe. Et la confiance s'est installée. Et quand tu questionnes les étudiantes, et alors, comment ça s'est passé ? Tu t'es assis dans un coin, tu as fait comme dans le Godot de Beckett, tu as attendu qu'elle vienne, la confiance. Voilà. Et je dis aujourd'hui aux éduques, que ce soit des parents ou des professionnels, nous n'avons pas à avoir le temps, nous n'aurons jamais assez de temps pour atteindre l'idéal de relation que nous souhaiterions avoir pour atteindre ce que nous voudrions atteindre avec la personne accompagnée. Nous n'avons pas à avoir le temps, nous avons à être le temps, ce que tu dis. Donc cette disponibilité, dans l'instant présent, lorsque je suis là, je suis totalement là pour l'autre. Mais pour avoir conscience de cette présence à l'autre et en quoi elle va effectivement permettre de fabriquer la confiance, il faut accepter de considérer comme étant des éléments, des matériaux importants, des toutes petites choses, comme vous le disiez tout à l'heure, un sourire, une posture corporelle, une manière d'être. C'est ces toutes petites choses-là que souvent, mais quand je dis à un élève éducateur, mais vas-y, pars de là dans ton travail, mais ils me répondent, mais je ne vais pas dire ça, je vais paraître ridicule. Mais ils font quoi, les parents qui réussissent avec leurs enfants ? Ils ne font pas des choses extraordinaires, ils ne font pas des choses géniales. Ils font des tout petits gestes, des tout petits riens. On a consacré un numéro entier dans la revue En Pan à ça. Des tout petits riens qui fait que ça passe. C'est ça, être le temps. Bonjour.
Merci beaucoup pour tout. Et c'est vrai que moi, je suis en formation d'éducateur spécialisé. Et du coup, on nous parle beaucoup de la distance, de la bonne distance ou de la juste distance. Ah, on comprend pas ? Ah. Du coup, je disais que je vous remerciais et que moi, j'étais en formation d'éducateur spécialisé. Et que c'est vrai qu'on nous parle de la bonne distance et de la juste distance. Et cette question, elle est très revendiquée. Enfin, j'ai l'impression. Et j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Et voilà, c'est ma question. Mais alors, peut-être que cette question est un peu redondante. Du coup. Non, mais en fait, moi, j'ai une autre question parce que en fait, j'ai l'impression que je me dis, mais qui continue à parler de la bonne distance ? Parce que à chaque fois qu'on en parle, les gens disent, ah ben non. Enfin, quand on l'expérimente, on sent bien à quel point c'est vain et c'est quelque chose d'hyper abstrait et en plus contre-productif. Et je me dis, mais c'est pas possible. On a le sentiment que c'est quelque chose qui continue à se dire alors que personne n'y croit. Alors on se dit, mais et pour que quelque chose existe, il faut bien que quelqu'un y croit quelque part. Donc du moins, c'est vraiment mon interrogation. Alors pour répondre concrètement, oui, la bonne distance, c'est vraiment un concept qui coupe de sa puissance d'agir. C'est-à-dire, je dis toujours, mais évidemment que ces histoires du hérisson, vous savez, ces deux hérissons c'est Schopenhauer qui raconte ça, une fable, et deux hérissons qui ont très froid. Et alors, à un moment donné, hop, ils ont un peu froid, ils se rapprochent, et évidemment, ce sont des hérissons, et donc, ils se piquent. Et comme ils se piquent, hop, ils se reculent un petit peu, ils ont un peu froid encore, ils se rapprochent, jusqu'à temps qu'ils arrivent par tâtonnement, mais comme dans la vie, comme avec les gens qu'on aime, comme avec ses proches, on arrive par tâtonnement à trouver un endroit qui nous va. Mais parce qu'il y a des amis qui nous débordent, il y a des amis, on n'en peut plus d'eux, etc. Donc il faut dire quoi ? Alors il faut de la bonne distance dans la vie ? Enfin, je veux dire, c'est absurde, comme la chance que vous avez, c'est d'être des professionnels. Donc le jour où vous vous sentez débordé, à la différence que quand on est amis, justement, on a une équipe et on peut se dire, j'y arrive plus, comment on fait ? Je passe le relais, je me sens envahi par cette relation. Oui, mais pas avant, par pitié. C'est tellement le signal envoyé aux gens que vous accompagnez qui est de dire non mais moi je suis pas là pour être proche de toi. C'est terrible, y compris alors qui plus est avec des enfants. Alors, aujourd'hui en plus on a la loi 2016 qui dit la première des sécurités c'est la sécurité affective, etc. Et puis on continue à parler de cette bonne distance, une neutralité bienveillante. Enfin donc oui quand il y a de l'amour, mais tout le monde le dit, c'est une chance. Amour, le terme, il faudrait le définir. Le premier en France, c'est qu'on a un mot pour parler d'une gamme de sentiments tellement énorme. Mais bien sûr que c'est une chance d'abord. Et puis parfois, il se trouve qu'on est débordé par ça. Eh bien, dans ce cas-là, parlons-en à ce moment-là, mais pas a priori. Parce que c'est cruel pour le professionnel et c'est cruel pour la personne accompagnée. Donc à un moment donné... mais historiquement, ça s'explique très bien. Moi, je dis souvent que le métier de travailleur social ou d'éducateur, le métier... Justement, c'est construit contre l'amour, au départ. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qui fait de moi un professionnel ? Pourquoi je ne suis pas qu'un proche ? Si je suis un éducateur, pourquoi un parent il est éducateur ? Un ami peut être un éducateur, quelqu'un qui... Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait de moi un professionnel ? C'est justement que moi, je ne suis pas pris dans des relations affectives. Donc, au départ, c'est presque une justification professionnelle. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est mon hypothèse, elle continue à perdurer dans les formations initiales. Alors même que tout le monde sait que ce que dit très bien Élise de manière magnifique, elle dit « mais quand tu aimes, ça marche mieux. Et quand tu aimes pas, ça marche pas ». Et donc, du coup, elle place l'amour non pas sur un registre moral, elle le place sur un registre pragmatique. Et je trouve que quand on est professionnel de la relation, on le sait qu'on a besoin d'amour pour que ça fonctionne. On n'est pas obligé d'aimer l'autre, mais quand on aime, c'est mieux. Et donc, du coup, il faut le dire. Et Enfin, moi, je ne comprends pas cette histoire de bonne distance. Je ne comprends pas qu'à chaque fois, on continue à parler de ça. Bref. Alors, pardon. Je voulais juste dire merci pour cette matinée déjà. Ça fait du bien, ça redonne envie et ça nous redonne du désir, je trouve, à ce qu'on fait. Donc merci pour ça. Et je pense que ça rejoint ce qu'on dit là. Je voulais rebondir sur un mot que vous aviez dit. Alors je dis Bertrand, mais parce que je n'ai pas le nom de famille. Je suis là. Vous avez dit pouvoir d'agir. Comment les familles... Enfin, c'est une question qui m'anime et qui, je pense, anime ma chef de service qui me montre du doigt. Je voyais pas où vous étiez. Et qui, elle, parlera peut-être d'émancipation, puisque je sais que ça lui tient à cœur, mais que, voilà, vous avez dit pouvoir d'agir, et qu'en effet, je trouve que vous avez dit ça, et vous avez dit comment, enfin, moi je le retiens comme ça, comment on les fait devenir auteurs et pas acteurs,
Et ça, c'est difficile, parce que souvent, on sait quand on se rend compte, nous, on est acteurs, on est professionnels, et eux, ils sont dans leur rôle aussi. Et que pour moi, la relation éducative, c'est de passer à 2 auteurs de nous, ce qu'on fait, et eux, où ils en sont. Et que c'est très difficile. Mais c'est ça qui permet de bouger les choses, et je trouve que c'est ça qui leur permet à eux, surtout, de plus avoir le côté judiciaire, de passer à autre chose. Et je trouve que dans le reportage, pour moi, on voit que la famille avec les enfants placés, par exemple, pour moi, ils sont pas auteurs, pas dans la relation, en tout cas là, ou moi, en tout cas, comment je l'ai vu. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les cartes en main, en fait. Et moi, je me demande comment on leur redonne, comment dans notre métier on arrive, nous, à pas avoir ce pouvoir-là, mais à leur transmettre quelque chose pour que eux, découvrent le leur et cheminent. Et voilà, j'ai pas de questions, mais je trouve que, en tout cas, en protection de l'enfance, on devrait être porteur de ça pour eux. Et je trouve que bien souvent, et quand j'entends encore s'il y a des écoles où on parle de distance, c'est hallucinant, quoi, parce que je trouve qu'on devrait parler d'authenticité. Comment nous, on se permet d'être authentique avec eux, parce qu'on leur demande beaucoup de l'être avec nous, et que c'est dur pour eux, mais que je pense que nous, en tant qu'éducateurs, et moi, ça fait un petit moment que je suis maintenant, mais qu'au début, je ne l'étais pas, et qu'en effet, je vois que ça ne fonctionne pas dans ce que je trouve aujourd'hui de ce métier-là. Faut être aussi authentique. Je trouve que c'est intéressant aussi la question d'aimer et de ne pas aimer, ou en tout cas que là, on n'en peut plus de la famille, c'est difficile et qu'il faut le dire. Mais on peut leur dire à eux, pas comme ça, mais de pouvoir oser, en fait. Pouvoir oser, de dire, mais là, on n'est plus en train d'avancer, on se ment, des vraies choses, en fait, de la relation humaine. Et je trouve que dans notre métier, c'est aussi ça qu'on perd un peu de vue. Et que voilà, j'avais juste envie de dire ça ce matin. Bonjour. C'est peut-être la fin, je ne sais pas. Moi, du coup, merci aussi également pour ce reportage. Alors que moi, pour le coup, j'avais déjà vu à la télé qui est passé, qui est effectivement très miroir de ce qu'on vit au quotidien. Je voulais reprendre un peu sur la relation éducative, la bonne distance, parce que ayant je suis éduque de formation, et ça fait plus de 10 ans, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous rabâchait à l'époque. Je pense que là, quand on parle de bonne distance, et après, on n'est pas sans savoir que dans ces métiers-là, il y a la rencontre qui se fait, il y a la relation éducative qui peut ou pas se faire. La question de prendre de la distance, je pense que c'est pour nous en tant que professionnels, parce que on est parfois submergé par la question de certaines relations qui nous submergent, où il y a des transferts tellement importants que nous-mêmes, je pense qu'on n'est plus professionnels. Vous disiez tout à l'heure que oui, en tant que professionnel, on peut s'appuyer sur une équipe, sur le cadre. Moi, en tout cas, l'équipe est là, bien sûr, mais ces jeunes-là, quand elles vous ont pris en tant que professionnels et en tant que plus que professionnels, et qu'elles vous submergent on est réceptacle de toutes leurs émotions, ils n'arrivent pas, en tout cas ces jeunes-là, à aller vers l'autre. C'est-à-dire, dans le reportage d'ailleurs, elle le dit, je vous ai choisi vous à ce moment-là, alors qu'il y avait d'autres personnes. La question de la distance, c'est nous, comment on fait justement à ce moment-là pour pouvoir agir en tant que, en restant quand même un minimum objectif, en restant professionnel, pour qu'on soit au mieux dans un accompagnement, alors hors cadre, puisqu'on ne va pas se mentir qu'on est souvent dans du hors cadre dans ce genre de relations et d'accompagnement. Mais en tout cas, dans certaines relations, on ne peut pas prendre appui sur l'équipe, dans le sens où les jeunes ne nous autorisent pas à le faire. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, mais vous voyez, on ne va pas le résoudre là, parce que vous touchez l'essentiel. Et ce qui a été monstrueux ces 20 dernières années, là, pour des stratégies qu'on ne va pas expliquer ici non plus, c'est d'avoir du coup squeezé cette question des affects, des émotions, de cette dimension de l'amour, fût-il
qui est qu'un seul terme, moi je trouve même que ça nous arrange, nous, pour dire plusieurs situations, mais on n'a pas le temps de l'expliquer ici. Vos questions sont essentielles parce qu'on touche à ce qui fait que la relation éducative fonctionne. Qu'est-ce qui fait qu'un gamin vient s'agripper, pour reprendre un terme de Winnicott, à tel éducateur, tel adulte et pas tel autre? Et quand je dis éducateur, peu importe le statut, je le répète, ça peut être une femme de ménage, ça peut être un agent de service, ça peut être une assistante sociale, ça peut être un psychologue, je m'en fous de son statut. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient matcher, pour prendre des termes actuels, entre une personne en situation de vulnérabilité et une personne qui va venir en capacité de pouvoir l'aider à se déplacer dans ses comportements. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi c'est intéressant votre question? Parce que là où la personne en situation de vulnérabilité vient chercher l'adulte, c'est pas dans ses points forts, c'est dans ses points faibles. J'ai parlé de dialogue d'intime tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec l'intimité. Je parle de l'intériorité, de la façon dont chacun d'entre nous se construit pour être sujet de lui-même. Et c'est ça que vient questionner des gamins qui sont complètement en détresse. J'aurais envie de réagir. Tout à l'heure, éducateur spécialisé en quoi? Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement au grandir de personnes dont la trajectoire de vie a été impactée par des événements de nature traumatique. Ouais, ça fait une grande phrase, mais il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aider ses propres gamins, j'en ai eu 4, à s'inscrire dans une trajectoire de grandir, c'est compliqué. Pour être parent, c'est très compliqué. Quand ces gamins-là, ou ces adultes d'ailleurs, quand ces personnes-là ont connu des événements traumatiques, les réinscrire dans une trajectoire de vie par laquelle ils peuvent devenir et être sujets d'eux-mêmes, c'est encore plus compliqué. Et ça vient nous chercher, ça vient chercher l'adulte éducateur là où il est le plus faible, et parfois là où il ne pensait même pas être. J'ai été 22 ans éduc, c'est là où ils viennent nous chercher. Pourquoi? C'est telle éducatrice qui est sensible à la volonté de Nina de changer de sexe. Qu'est-ce qui fait que la situation portée par Nina vient résonner d'abord RE, puis résonner RAI chez cette éducatrice, et pas chez quelqu'un d'autre. C'est des éléments propres de son histoire. Et quand vous parlez d'être submergé, ben oui, forcément. Et la profession s'est laissée démolir elle-même lorsqu'elle renonce à mettre en place des espaces-temps sécurisés où cette dimension de soi, il ne s'agit pas de s'allonger sur un divan, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, mais dans un travail, dans un espace-lieu sécurisé, il faut pouvoir mettre en question, mais qu'est-ce qui fait? Pourquoi ça me touche, cette situation? De quoi ça vient me parler? Où est-ce que je suis quand elle vient s'agripper? Et en refusant de remettre ça au travail, en se disant, mettez de l'objectivité, mettez de la distance, eh bien, on est en train de complètement passer à côté de ce qui fait le métier. Et on va arriver, ce qui arrive dans beaucoup d'institutions, PJJ, MEX, où des équipes, pourtant des personnes solides, sont complètement débordées par les passages à l'acte violent des gamins, qui aujourd'hui vont tous se retrouver à l'hôpital psychiatrique parce qu'on fait du trouble du comportement à l'appel. Alors, je suis psychologue en CMP, bon, voilà. Et j'ai aussi travaillé à la DPEJ, donc je suis sensible aux remarques qui ont pu être dites ici. Je suis là. Ça me rappelle, en fait, ça me replonge dans quelques années en arrière. Et à la question du temps que vous évoquiez, je trouve hyper intéressante parce qu'effectivement, je pense qu'il y a 2 temps différents. Il y a le temps, il y a la disponibilité, comme vous disiez, mais il y a aussi le temps de l'enfant qui nous échappe et qui est sa temporalité à lui, qui a besoin d'un accompagnement sur mesure et d'une patience de la part des professionnels. Et je pense que cette dimension sur mesure, elle se heurte aujourd'hui à des contraintes administratives qui ne sont pas pensées pour les enfants et qui font violence aux éducateurs. Et j'entends aussi la colère des éducateurs dans quelques interventions qu'il y a eu là et qui se traduit aussi à travers les écrits, ce que, à nouveau, vous disiez... où finalement les écrits ne peuvent pas traduire une réflexion parfois, peut-être parce qu'il y a toutes ces strates administratives qui peuvent parfois venir empêcher la pensée et qu'il y a beaucoup de... Et qu'effectivement, j'ai la sensation que les éducateurs ont aujourd'hui il faut les soutenir justement pour qu'ils puissent s'attacher, pour que l'attachement soit possible avec ces enfants-là.
et qu'ils ne soient pas eux-mêmes soumis à des violences administratives diverses et variées. Je suis désolée, c'est un peu brouillon. Je n'ai pas trop l'habitude de m'adresser comme ça non plus à de grandes assemblées, mais en tout cas, je peux comprendre que ce soit difficile éthiquement de pratiquer ce métier aujourd'hui dans cette administration française et dans la fonction publique. Alors, je vais frustrer peut-être beaucoup de monde, mais 2 secondes. Il est 12h30, je crois. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Et à 12h30, on se transforme en citrouille, les portes ferment, on doit disparaître. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je pense que Patrice, on peut continuer. Donc voilà, si on peut, en tout cas un petit temps, parce qu'après tout le monde va avoir faim. Alors, faut juste s'assurer auprès de ceux qui interviennent, oui, aussi, à qui on avait dit 12h30 que c'est possible pour eux. Non, mais vous pourriez dire non, désolé, effectivement, je dans mon organisation, mais on va pas se laisser non plus déborder, pas par nos émotions, mais par l'envie. On va prendre, 2 questions. C'était même pas une question en fait, c'est juste par rapport à la réflexion justement sur la bonne distance. Alors moi je suis pas du tout éducatrice, je suis infirmière puéricultrice, on a aussi de sage-femme avec nous, donc plutôt le côté santé mais aussi en protection de l'enfance, puisque on travaille en PMI. Et ma réflexion c'est plus sur justement réfléchir à la juste présence. Parce que si on veut que les familles adhèrent, que les enfants adhèrent, que les professionnels, les partenaires adhèrent, il faut qu'on soit là déjà au départ. Et si on part d'emblée à se dire on garde la bonne distance, alors je sais qu'on est tous d'accord là-dessus, mais on est complètement à côté de la plaque en fait. Donc plutôt à réfléchir à comment on est avec les familles, cette présence-là implique effectivement du temps, implique de la disponibilité, implique qu'on est ce qu'on est et qu'il faut accepter que des fois effectivement on y arrive, des fois on n'y arrive pas et qu'on a nos histoires aussi. Mais voilà, de se dire, on est là, et on est là dès le départ, on est là comme on peut, à tes côtés, comme le dit le film. Mais du coup, ça implique aussi un changement de regard qu'on pose sur la famille, qu'on pose sur les professionnels, et que chacun fait comme il peut avec ses difficultés, avec sa réalité. Juste ça, la juste présence. Merci. Une autre question ou remarque ? Oui, je suis ici. Du coup, au niveau de la notion de juste distance, je pense que c'est quand même une notion qu'il faut pouvoir garder à l'esprit, mais peut-être réfléchir à ce qu'on y met derrière. Parce que la juste distance, c'est aussi la juste distance avec soi-même. Et le fait d'accompagner quelqu'un, c'est aussi en passer par s'être accompagné soi-même. Et on ne peut pas se tourner vers soi-même, enfin vers quelqu'un, tant qu'on ne s'est pas tourné vers soi-même. Et du coup, la juste distance, c'est aussi la juste distance avec soi. Et du coup, faut vraiment, je pense que la juste distance, il faut quand même cette notion-là la garder en tête. Juste vraiment la définir comme la définir plus précisément. Voilà. Juste un petit mot. Allez-y. Oui, mais pour moi c'est une question existentielle, qui se limite pas à celle du travail. C'est-à-dire, elle se pose avec des amis, elle se pose mais envoyer le signal, c'est peut-être de la rhétorique. Vous avez raison. Mais envoyer le signal à quelqu'un que c'est d'abord la distance qu'on recherche, c'est un mauvais signal pour que ça se passe bien. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'après, on n'est pas complètement naïfs les uns les autres. On sait que parfois c'est difficile, on sait qu'on a besoin de recul, on sait mais ces premiers élans, quand il est quand même de chercher une juste présence ou une juste proximité, c'est quand même pas la même démarche. Voilà, je pense que mais personne n'est complètement naïf et on sait très bien, et qui plus est en protection de l'enfance. Alors avec les enfants c'est une chose, mais avec leurs parents, les parents dont on a placé les enfants, c'est vachement compliqué parce qu'en fait il s'agit de penser quand même l'autre comme source de valeur, alors même qu'il est désigné comme responsable, voire coupable de la situation. Donc c'est une affaire compliquée. Et donc du coup, comment on fait pour que cette affaire soit quand même possible ? Comment on continue à aller chercher une rencontre authentique malgré ça, avec ça ? C'est un enjeu énorme. Et moi, je suis pas du tout en train de dire naïvement que voilà, tout n'est que authenticité, amour et rencontre. Évidemment que ça mais c'est pour ça qu'aussi, c'est ça le travail. S'il n'y avait pas de contradiction, encore une fois, il n'y aurait pas de travail. C'est avec ça qu'il faut construire. Et je voudrais reprendre aussi sur la question de la bureaucratie. Désolé d'employer ce terme-là.
Mais oui, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est un problème dans les deux sens. C'est un problème parfois, c'est pas il y a le temps de l'enfant on va trop vite pour lui, mais souvent c'est l'inverse. On va pas assez vite pour lui. On lui dit oui, on a pris en compte ton truc et en fait 3 mois, 6 mois après, on a une réponse. Mais c'est beaucoup trop. Et donc du coup, la question de l'agilité. Comment on arrive à être souple, comment on arrive à créer des courts-circuits dans l'institution, des circuits courts, c'est-à-dire où on n'est pas dans des strates hiérarchiques, où tout le monde valide. Alors on comprend bien qu'il faut valider, parce que valider, c'est aussi une histoire de transparence dans les actions, dans les décisions qu'on prend pour ne pas être arbitraire. Mais parfois, c'est trop long, donc il faut créer de l'agilité. Et moi, à chaque fois que je rencontre des professionnels, ils me disent ça, j'en peux plus d'attendre 3 mois, j'en peux plus d'attendre 6 mois. Donc, qu'est-ce qui dépend de nous pour rendre ce monde un peu moins hiérarchisé ? Et qu'est-ce qui dépend de nous pour que les choses aillent plus vite et qu'on sorte de ce marasme là qui, j'allais dire bureaucratique, je ne sais pas si le terme est très bon, technocratique aussi, parce que bureaucratique et technocratique c'est 2 réalités différentes, mais pour moi ça c'est un enjeu énorme. J'anime des formations qui s'appellent Réenchanter les pratiques éducatives. J'ai un peu honte d'utiliser ce terme-là, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais en tout cas c'est l'enjeu de se dire mais comment on retrouve du souffle, de l'énergie, du désir. Voilà, et ça passe aussi par cette question-là, qui est, à mon avis, un des grands problèmes. La question de la proximité dans la relation, mais aussi la question institutionnelle de la lourdeur administrative. Et peut-être que, puisque vous êtes jeune, peut-être que vous êtes convié à réinventer d'autres formes d'organisation, d'autres formes de fonctionnement, d'autres formes d'accueil. À un moment donné, tu montres dans le film comment, lasse de chercher une place, elle se dit, je pourrais créer, moi. Alors là, il y a une illusion de toute puissance, peut-être, mais en tout cas, moi, je vous incite à penser, peut-être qu'effectivement, votre avenir, il est dans d'autres formes de dispositifs que ceux qui existent et qui ont peut-être perdu le sens, parce qu'il y a une perte de moyens, mais il y a une perte de sens qui est venue culbuter nos métiers. Vraiment, je ne peux pas ne pas revenir sur ça parce que je suis... Oui, enfin, il y a quand même cette histoire aussi de comment on innove, comment on prend les choses en main, comment on se dit... Surtout quand on arrive dans le métier, moi parfois je vois des gens qui juste sont diplômés et qui sont plus royalistes que le roi, qui vont être, tu vois, sur la position de l'éducateur qui doit garder ses distances, alors que justement on a besoin, à mon avis, dans cet univers de fraîcheur, de prendre des risques, d'innover, pour reprendre ce que tu dis, sur de nouveaux dispositifs, et que ça c'est absolument primordial de se dire que... Et même d'ailleurs quand on le relie à la pédagogie, aujourd'hui on ne parle plus de sciences de l'éducation, on ne parle plus de pédagogues, c'est étonnant, parce que tous les pédagogues, je pense à Freinet, parce que c'est le plus connu, mais il y en a plein, ils te disent, mais un enfant qui va pas bien, c'est aussi une occasion d'inventer quelque chose pour avoir une réponse qui soit une réponse nouvelle, et plutôt que de dire aujourd'hui, on dit, ah mais non, ça relève pas de nous, ça c'est pour la psychiatrie, c'est pour les psys. Dès qu'il y a quelque chose qui rentre pas dans le cadre, on va dire, ah non, c'est trop compliqué, on est débordé. Mais à chaque fois qu'on est débordé, c'est aussi une occasion de penser une nouvelle forme d'accompagnement pédagogique. Et ça, je pense que c'est aussi notre responsabilité que de prendre ça en main. Et encore une fois, on a plein d'exemples de gens qui le prennent en main sur des formes individuelles comme sur des formes collectives. Je vous invite à regarder et puiser évidemment l'éducation populaire, qui est quand même une source énorme pour aller chercher d'autres manières d'accompagner en collectif aussi. Voilà, bref, je vais pas, parce que c'est un sujet mais je trouve que ça, voilà, comment aussi ça dépend de nous d'inventer des nouvelles formes plutôt que de se plaindre des formes actuelles. Je pense que ça, c'est pas qu'une histoire de l'autre et de l'institution. L'institution, c'est nous tous. Allez, on va s'arrêter sur cette invitation à rêver grand. Ça me parle bien. Mais je ne vais pas saisir la perche de l'émancipation. Ça serait beaucoup trop long. On va s'arrêter là. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Je coupe juste vite fait avant que tout le monde s'en aille. J'ai trouvé un téléphone, donc voilà, l'image, si ça parle à quelqu'un, parce qu'il faut quand même que la personne récupère son téléphone. Ah, il s'est éteint. Attendez, voilà. C'est ta personne. Et ben voilà, me voilà avec un troisième téléphone. Hein, merci. Alors, remercions évidemment les 3 intervenants de ce matin. Voilà, merci d'avoir été présents. Merci à vous dans la salle d'avoir été aussi présents dans une qualité de présence appréciable. Bonne continuation, bon week-end et à bientôt pour la prochaine conférence